Et nous nous retrouvons pour le Festival du Livre de Marseille. Cette fois-ci, on va parler philosophie, mais pop philosophie. In Pop We Trust, le dernier ouvrage de Marianne Chaillan, paru aux éditions Équateur. Marianne Chaillan, bonjour. Bonjour Elsa. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes professeure de philosophie à Marseille. Vous êtes une écrivaine prolixe, puisque vous avez déjà écrit pas mal d'ouvrages, publié pas mal de livres, avec toujours la même volonté quand même. C'est faire partager le plaisir que vous prenez et à lire et à enseigner la philosophie. Vous êtes une passionnée. Et d'ailleurs, vous avez décidé de donner à nos héros populaires, par ce livre, leur lettre de noblesse quelque part. Moi, je voudrais qu'on parte peut-être du commencement. Comment vous définissez, quelle est votre définition de la pop philosophie ? Alors bon, vous savez que la pop philosophie, c'est un concept qui a été pour la première fois utilisé par Deleuze, mais qui n'a pas totalement défini de la manière dont nous l'utilisons, nous qui pratiquons la pop philosophie, et même nous qui pratiquons la pop philosophie, nous ne le faisons pas de la même manière. Alors moi, la façon que j'ai de concevoir la pop philosophie, de la pratiquer, elle consiste en deux finalités. La première, vous l'avez dite, c'est de promouvoir la culture populaire, de lui donner ses lettres de noblesse, parce que ça ne vous aura pas échappé que cette culture populaire, même si elle nous divertit, même si elle connaît un succès considérable, elle souffre et elle continue de souffrir d'un certain discrédit auprès d'une élite qui considère que c'est une moindre culture. Donc moi, je cherche à montrer que, qu'elle pense avec ses propres codes un certain nombre de leçons de sagesse. Et puis le deuxième geste que j'essaye de faire tout autant, c'est de montrer que la philosophie n'est pas réservée à une élite, justement. Enfin, en tout cas, que la philosophie n'est pas quelque chose qui serait coupé du réel, inaccessible, inaudible, trop abstrait pour être compris. Donc j'essaye de donner accès le plus possible à la philosophie et en même temps j'essaye de promouvoir la culture populaire. Absolument. D'ailleurs, une semaine est consacrée à Marseille. Il y a une semaine de la pop philosophie et qu'on suit. Je pense que c'est un petit peu votre façon de voir les choses d'ailleurs. Il y a une chose très importante aussi, je crois qu'il faut dire, c'est que vous refusez, Marianne, qu'on oppose cette culture-là, cette culture populaire, à la culture classique. L'idée est plutôt d'une certaine complémentarité entre les deux sujets. Alors, peut-être vous vous rappelez que pendant le confinement, le premier confinement, notre ministre de l'Éducation nationale avait eu cette phrase dans de nombreux médias selon laquelle il disait qu'il valait mieux passer le confinement pour nos jeunes lycéens avec Phèdre de Racine qu'en regardant Netflix. Et cette phrase lui avait permis de justifier qu'il fasse planer le doute sur la tenue ou non des épreuves du baccalauréat en disant « je ne vais pas le dire parce que si je disais que le baccalauréat était annulé, alors ils regarderaient tous Netflix ». Et justement, moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que cette opposition entre une grande culture, Racine d'un côté, et puis une culture populaire d'autre part, pour moi, c'est un contresens pour plusieurs raisons. La première, d'abord parce que c'est ignorer les vertus pédagogiques du divertissement, de la culture populaire. Et au moment où le ministre prononçait cette phrase, moi, je faisais cours derrière mon écran, comme je vous parle aujourd'hui. Et j'avais face à moi des élèves qui étaient nécessairement un peu angoissés de la situation. C'était une situation très pénible. Alors déjà, la culture populaire leur permettait de s'évader, et c'est pas rien déjà, de se divertir. Absolument. Ça avait des vertus curatives qui étaient salutaires. Mais cette même culture populaire, elle nous a permis, moi et mes élèves, je me rappelle encore des cours qu'on a pu faire en prenant appui sur Star Wars ou sur Harry Potter, pour penser la mort, la vulnérabilité, la finitude. Et donc finalement, c'était pas d'un côté ou Racine ou Netflix, c'était on est allé vers Montaigne, vers les stoïciens, mais grâce à Star Wars, grâce à Harry Potter. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, je trouve que c'est un peu méprisant de regarder la culture populaire comme ça d'en haut, comme si elle n'était pas capable d'une productivité symbolique, comme s'il n'y avait pas des messages à l'intérieur. Et dans la préface de mon livre, qui est une sorte de manifeste pour la pop culture, je cite Marcel Proust, qui invite chacun d'entre nous à ne pas mépriser justement, alors lui il parle de la musique populaire, mais on peut étendre ça à la culture populaire, parce qu'il dit qu'elle a été beaucoup plus écoutée, beaucoup plus jouée, beaucoup plus chantée. Et si vous pensez à la musique populaire, j'ai écrit un livre d'ailleurs sur les chansons de variété, la playlist des philosophes, on connaît tous ces chansons. Et Proust dit, ces chansons se sont emplies des rêves et des larmes des hommes, et à ce titre, nous devons les révérer. On ne doit pas les mépriser, on doit les révérer.
Ça, c'est la deuxième chose. Donc, vertu pédagogique, ne pas céder à un mépris de classe, et puis ne pas ignorer la productivité symbolique de la culture populaire. Mais j'ajoute quand même, parce que je passe tout mon temps à défendre cette culture populaire, que je suis moi-même que je consomme, le mot ne me plaît pas, mais je suis une inconditionnelle de Racine. Quand tout à l'heure je disais Phèdre ou Netflix et que je défends les productions de la culture populaire, je suis une inconditionnelle de Racine. Il y a des œuvres de la culture dite savante qui m'accompagnent, qui ont changé ma vie profondément, vraiment. Donc cette opposition, je la trouve inutile. Je trouve que c'est un contresens. Il ne s'agit pas de choisir l'une ou l'autre, mais de montrer les vertus de l'une comme de l'autre. Absolument. L'idée, c'est quand même que chaque héros, chaque histoire, on peut trouver une question philosophique à l'intérieur d'un feuilleton de culture tout à fait populaire. L'idée, c'est de la trouver, c'est de la soulever, et c'est de partir de cela aussi pour pouvoir réfléchir. Ça serait le départ de notre réflexion. C'est un peu ça le cheminement que vous nous conseillez de faire. Oui, alors moi, à chaque fois, mon aventure avec la pop philosophie a démarré avec la série littéraire Harry Potter. Et j'y trouvais un plaisir de lectrice, de spectatrice des films. Et je me demandais, mais pourquoi j'aime autant? Est-ce que c'est uniquement que ça me divertit? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de philosophique? Donc j'ai remarqué que d'ailleurs qu'on était de nombreux profs de philo ou étudiants de philo à aimer Harry Potter, donc je me suis dit quand même il doit y avoir quelque chose. Et quand je me suis mis à regarder avec ce regard un peu différent, de chercher les pépites de philosophie, j'en ai trouvé à foison. Et c'est finalement ce que je fais dans ce livre aussi. Il y a des séries ou des films dont je parle dans le livre que j'ai d'abord regardé sans immédiatement superposer cette analyse philosophique. Juste un pur plaisir de spectatrice. Voilà, juste le plaisir. Mais généralement, quand j'ai un plaisir intense à regarder quelque chose, c'est que généralement, il y a quelque chose de caché derrière. Et parfois, ça saute aux yeux. Voilà, parfois, ça me crève les yeux et je me dis, c'est pas possible, cet auteur, ce réalisateur a forcément lu tel philosophe. Et c'est pas une déformation professionnelle, parce que moi qui ne suis pas une philosophe, quand je vous ai lu, je me dis, mais vous savez, c'est un petit peu comme c'est Raymond Souplex, bon sang, mais c'est bien sûr. Je me dis, mais oui, voilà, c'est tout à fait cela. Vous savez, j'ai l'impression, c'est peut-être un peu comme M. Jourdain. Lui, il faisait de la prose sans le savoir, et grâce à ça, on peut faire de la philo sans le savoir, en tout cas. Et c'est bien agréable de sortir, grâce à vous, des manuels de philosophie. Alors, on va prendre un exemple, parce que votre livre est découpé en 5 parties. Vous reprenez tous les grands sujets de la philosophie et vous les éclairez avec ces fameux héros contemporains. Je voudrais qu'on prenne un exemple, le chapitre conscience, existence, bonheur. Bon, je me suis fait plaisir, je dois l'avouer, avec le Titanic. Ça, c'est sous-titré Sans autrui puis-je être un sujet. Vous nous embarquez donc dans la plus belle histoire d'amour qu'on ait pu voir récemment sur les écrans de nos cinémas. On retrouve Rose et Jacques, auxquels on est tous quand même un petit peu attachés. C'est une véritable rencontre d'autrui, au sens que lui donne le philosophe Emmanuel Lévinas. Et là aussi, je me suis fait encore plaisir. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez ce que Lévinas, lui, entend par rencontre. Comment sur le visage d'autrui apparaît sa vulnérabilité, comment celle-ci nous oblige, et comment, avec ce film Titanic et cette rencontre, grâce à vous, on arrive à bien comprendre cela. D'accord. Alors, Lévinas, en effet, c'est le philosophe qui nous dit que rencontrer autrui, finalement, c'est pas uniquement ce qu'on est en train de faire, vous et moi. Alors, on n'est pas face à face, mais rencontrer autrui, c'est pas simplement se trouver près de quelqu'un. Parce que sinon, nous aurions tous rencontré déjà autrui. Mais ça suffit pas. Pour qu'il y ait une véritable rencontre d'autrui, il faut avoir rencontré ce que Lévinas appelle son visage. Bon, là, vous allez me dire, pas d'accord, alors on l'a déjà fait, cette expérience, puisqu'on voit le visage de quelqu'un. Mais c'est un concept, c'est symbolique. Ce qu'il appelle par rencontrer le visage d'autrui, c'est être saisi par quelque chose en autrui qui vient faire éclater la clôture de notre égoïsme premier. Nous sommes tous d'abord spontanément, pour Lévinas, des êtres égoïstes qui tantôt cèdent à une forme de lassitude, de spleen, pour ainsi dire, et d'autre part sont dans un rapport de consommation au réel qui les entoure. Cette consommation, ça peut être, c'est pas simplement des biens matériels, ça peut être aussi un rapport à autrui qui est centré vers soi. Et puis tout d'un coup, voilà qu'arrive quelqu'un que nous n'avions pas du tout prévu de rencontrer et qui vient faire éclater cette clôture du moi. Et pourquoi cette clôture du moi éclate? Parce que ce qui me saisit en autrui
c'est un appel en fait, et c'est un appel qui émane de la vulnérabilité d'autrui. Autrui, c'est tout d'un coup quand je suis saisie par quelque chose en autrui qui me révèle à travers ses poses sociales, sa contenance spontanée, une vulnérabilité qui me demande de le protéger. Et lorsque j'entends cette demande, je suis saisie, je suis assujettie, je deviens un sujet. Le mot sujet en latin, ça veut dire subjectum, c'est celui qui est jeté dessous. À partir du moment où cette demande m'interpelle, je suis assujettie à autrui, ça veut dire que je deviens un sujet à partir du moment où j'entends l'appel d'autrui. Alors, je peux l'entendre et ne pas y répondre, et je peux l'entendre et y répondre, et donc être celui qui protège autrui. Alors, ça, vous allez me dire, bon, c'est un peu abstrait, puis quel rapport avec ce blockbuster terrible, Titanic, où on voit plutôt une histoire d'amour, un iceberg, un paquebot. Ben, en fait, alors, j'ai été spectatrice de ce film, j'avais même pas encore commencé la philosophie, je crois que je l'ai vu au cinéma du Prado à Marseille, et j'étais éblouie par l'histoire d'amour. Hein, j'avais pas... Comme nous tous. Voilà. Voilà, comme tout le monde. Mais en fait, c'est pas uniquement une histoire d'amour. Il y a évidemment, c'est ça aussi. Mais si vous vous rappelez la première fois où Jack, puisque c'est donc Jack interprété par Leonardo DiCaprio, la première fois qu'il rencontre Rose, il est sur un pont inférieur. Lui, c'est un passager de moindre rang social. Et il voit cette femme arriver. Il l'observe. Vous pourriez croire que c'est une pure scène de rencontre amoureuse. Mais qu'est-ce qu'il voit immédiatement que personne ne voit dans l'entourage de Rose? Rose, elle est jouée par Kate Winslet. C'est une jeune aristocrate qui va faire un bon mariage. A priori, elle a extérieurement beaucoup de choses pour être heureuse. Mais comme vous vous rappelez, le film démarre et on entend la voix de Kate Winslet qui dit « J'étouffe à l'intérieur, j'en peux plus, ça ne va pas du tout ». Et lui, ce qu'il saisit immédiatement, et d'ailleurs, elle est troublée, si vous vous rappelez l'échange de regards, elle est troublée par cet homme qui la regarde. Et elle sent bien qu'il voit en elle, et d'ailleurs il va lui dire plus tard, il va lui dire je vous vois. Je vous vois, pas simplement évidemment au sens des sens, c'est pas simplement qu'il pose les yeux sur elle, c'est qu'il voit en elle. Et ce qu'il voit, c'est sa vulnérabilité. Absolument. Et ça va le conduire à quoi, Jack, si vous vous rappelez la deuxième rencontre, eh bien elle va se suicider. Hein, elle est là, accrochée au bastingage. Il ne lui a jamais parlé, il ne la connaît ni d'Ève ni d'Adam, et pourtant il lui dit, vous vous rappelez cette réplique, si tu sautes, je suis impliqué. Ça veut dire, je suis impliqué, littéralement, je suis assujetti. Si tu sautes, je saute avec toi. Il est tenu par cette interpellation qu'il a reçue lors de la première rencontre. Cette interpellation, c'est cet appel d'autrui. Et effectivement, son sort est désormais lié à celui de Rose. Et donc, il va falloir qu'il la sauve, et c'est ce qu'il fera jusqu'au bout. Alors, quand vous avez dit, vous avez vu ce film très jeune. C'est quand vous avez commencé à étudier Lévinas, l'altérité, etc. Quand vous avez, qui est quand même n'est pas un philosophe facile, que vous avez fait le lien. Comment vous avez découvert ce lien? C'est ça qui est intéressant. Vraiment, ça dépend. Pour chacun des objets que j'utilise dans le livre, c'est tout à fait différent. Pour ce qui est de Titanic, vous évoquiez tout à l'heure la semaine de la pop philosophie à Marseille, à laquelle j'ai participé durant plusieurs saisons. Et une des saisons, j'avais fait une conférence sur le thème blockbuster philosophie. Donc j'étais allée chercher la philosophie dans un certain nombre de blockbusters. Et donc je me rappelle que c'est la première fois où je me suis dit, tiens, je sentais bien que Titanic me tenait, et je me disais, est-ce qu'il te tient uniquement pour des motifs romantiques, romanesques, ou est-ce qu'il te tient aussi pour des motifs philosophiques? Et c'est en revoyant le film, à la recherche de ce qu'il y avait. Je ne dis pas que pour toutes les œuvres d'ailleurs dont je parle, il ne s'agit pas dans ce livre, puisque je consacre uniquement 5-6 pages par objet de la culture. Évidemment. Il ne s'agit pas d'épuiser la richesse philosophique des objets, mais de dire, voilà, là, dans ce film, on peut au moins trouver cette pépite philosophique. Il y en a sans doute beaucoup d'autres. Le jeu, véritablement, c'est-à-dire vous ouvrez cette porte, cette fenêtre, enfin, comme vous voulez, et tout d'un coup, nous aussi, nous allons regarder les choses différemment avec cet esprit philosophique qui, en fait, est en nous. Il faut juste essayer de l'éveiller, et c'est ce que vous faites. C'est ce que j'essaye de faire. Vous avez raison, et dans de nombreux festivals, comme celui le très beau festival du livre de Marseille, j'ai eu l'occasion de rencontrer des lecteurs et des lectrices
qui m'ont dit, je ne parle pas simplement à mes lycéens, à des étudiants, des personnes plus âgées, des adultes, qui me disent la philosophie, c'est triste parce que finalement, on n'en fait qu'un an dans sa vie. Et alors certains me disaient, moi j'étais trop jeune, j'étais trop immature, d'autres me disaient, malheureusement, mon prof de philo ne m'a pas convaincue. Et du coup, il dit, c'est un rendez-vous manqué, je suis passée un peu à côté, je le regrette, j'aimerais retourner à la philosophie, mais j'ai l'impression que... Et alors, ils ont vraiment un sentiment que c'est trop dur pour eux et qu'ils n'ont pas les codes. Et c'est un temple dont la porte leur est fermée. C'est trop abstrait. S'ils ouvraient un livre de philo, ils n'y arriveraient pas. Du moins, le pensent-ils. Et c'est ce que j'essaye de faire, c'est à la fois d'ouvrir l'écran de télévision ou le livre de culture populaire ou la chanson et de vous dire, vous voyez, il y a quelque chose qui se trouve dedans, mais j'essaye surtout d'ouvrir la porte de ce fameux temple. Vous parliez tout à l'heure de désir que nous portons en chacun de nous, de philosopher. Ça répond à des questions que l'on se pose soi-même. Et c'est ça que j'essaye de faire, c'est de permettre à tous ceux qui se sentent exclus de ce temple de la philosophie de pouvoir en retrouver le chemin. De toute façon, c'est un peu le sujet de la culture en général. Souvent, on ne se croit pas autorisé à un certain moment. On n'ose pas pousser la porte du musée ou de l'opéra. Ouais. Et là, quand on le fait, on se dit mais pourquoi ne l'ai-je pas fait avant en fin de compte? C'est un peu ce qu'on se dit quand on lit votre livre. Je voudrais bien qu'on prenne un deuxième exemple parce que moi j'ai adoré m'amuser à décortiquer. On va prendre un feuilleton espagnol que beaucoup de gens ont vu. C'est La Casa del Papel. Pourquoi? Parce que alors ça c'est la dernière partie de votre livre, c'est la morale. Ça c'est un vaste sujet. Hein. Ça fait toujours, on peut toujours en parler. Il y a beaucoup de choses à dire. Et avec une question à éclairer, la fin justifie-t-elle les moyens? Alors, je voudrais que vous rappeliez très brièvement le sujet même de ce feuilleton. Et ensuite, j'aimerais qu'on puisse... Je vous poserai d'autres questions, mais juste rappelez-nous ce qui se passe dans La Casa del Papel. Quel est le démarrage de ce feuilleton? Oui, alors, vous vous rappelez peut-être qu'on suit dans cette série une bande de cambrioleurs menée par un professeur qui a conçu, en tout cas développé un scénario méticuleux pour cambrioler la fabrique, la banque où on fabrique la monnaie en Espagne. Et ils vont rentrer. En fait, c'est un peu comme des Robins des Bois. Parce que leur objectif est de cambrioler, de prendre cet argent, mais cet argent n'appartient pour l'instant à personne. Leur objectif est de ne faire aucune victime et de ressortir, au fond, sans avoir lésé qui que ce soit. Et ce qui est assez étonnant, mais enfin c'est assez fréquent dans des films de cambriolage, de casse, etc., c'est qu'on est souvent du côté des cambrioleurs. Et là, quand on suit cette série, on a envie qu'ils réussissent leur coup. Et il y a une scène qui m'est apparue vraiment assez puissante. Alors je veux pas spoiler ceux qui auraient pas vu la série, mais le professeur dans la saison 1 ou 2, j'ai oublié, fait face à l'enquêtrice, à l'inspectrice qui lui court après. Cette enquêtrice, il l'a fréquentée, mais elle ne savait pas qu'il était celui qui menait le cambriolage. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Bon, malheureusement, je suis obligée, pour les besoins du développement, de dire qu'à un moment donné, elle se rend compte que c'est lui le cerveau. Qui a constitué... C'est lui le cerveau. Et ils se font face. Et elle a d'abord un point de vue naturel en tant que policière d'être choquée, de blâmer ce qu'il fait et de juger, et de condamner moralement son action. Et là, il va lui tenir un discours qui est à la fois assez politique, assez revendicatif. Il va la retourner. Il va retourner. Mais au fond, oui, il va la retourner. Il va dire, mais au fond, qu'est-ce qui est immoral dans ce que je fais? Et qu'est-ce que c'est le comportement moral? Et voilà, est-ce que vraiment son action est immorale? Et auquel cas, nous, spectateurs, nous avons tort d'être au courant, bien sûr. De les soutenir, ou est-ce qu'au fond on pourrait se dire que ce qui compte n'est pas tant le fait même de cambrioler, mais le fait qu'il n'y ait absolument aucun dommage, et au contraire qu'il y ait une promotion du bonheur pour le plus grand nombre de personnes. Et c'est là, Marianne, que vous avez pensé justement vous poser la question de l'intention. C'est ça qui est important. Est-ce que l'action morale, il faut se référer pour la juger à l'intention, ou est-ce qu'il faut au contraire parler de ses conséquences? Et c'est ça c'est là que vous faites le lien philosophique avec Kant, entre autres. Entre autres, oui. Dans un précédent livre que j'avais consacré au dessin animé de Disney, j'avais étudié déjà la figure de Robin des Bois.
Et pareil, on soutient tous, je crois, Robin des Bois plutôt que le prince Jean. Et là, finalement, le professeur m'est apparu comme un Robin des Bois et m'a permis de poser cette question à nouveau, qui était de savoir, au fond, pour juger une action morale, sur quoi doit-on s'appuyer? Est-ce qu'on doit évaluer alors bon, dans la philosophie morale, il y a deux familles qui s'opposent. Il y a la famille qu'on appelle déontologique, qui est portée par le philosophe Emmanuel Kant et qui dit ce qui compte, c'est l'intention. C'est un peu compliqué à expliquer dans les délais que nous avons, mais et face à eux, il y a une famille conséquentialiste qui dit pour évaluer l'action morale, ce qui compte, ce sont les conséquences. Et il faut peser les conséquences de manière très stricte. Il y a tout un calcul précis. Bon, du coup, je vous invite à lire le chapitre pour comprendre. Mais dans le chapitre, je m'amuse à peser comme ça, à évaluer l'action morale du professeur et de sa joyeuse bande de cambrioleurs, et j'en viens à conclure, au fond, que leur action n'est pas du tout immorale. Eh ben oui, ça après chacun selon les philosophes conséquentialistes. Voilà, exactement. Oui. Alors moi, j'aimerais que vous nous expliquiez, que vous nous racontiez comment ça se passe lorsque vous prenez ce genre d'exemple avec vos élèves. Est-ce qu'ils sont d'abord surpris? Bon, ils savent, je pense que votre réputation vous précède au lycée, mais comment réagissent-ils? Je crois qu'ils le sont plus trop, mais je me souviens de la, peut-être pas la première fois, mais d'une fois où vraiment j'ai eu conscience d'avoir recours à la pop culture. J'étais face à une classe d'élèves, pourtant de terminale littéraire à l'époque, mais ils étaient 35 ou quelque chose comme ça, c'était assez nombreux. Et je leur expliquais un texte d'un philosophe qui s'appelle David Hume. C'était un texte très difficile sur l'identité. C'était hyper sonné. Vraiment, ils en pouvaient plus. Ils comprenaient pas pourquoi ça pouvait les intéresser, cette affaire-là. Je voyais bien que ça patinait, quoi. Et en fait, j'arrive pas vraiment. Je trouve que ça sert à rien de faire violence, d'imposer un savoir comme ça à ceux qui n'en veulent pas. Il faut aller créer le désir de savoir. Bien sûr. Et pour créer le désir de savoir, il faut déjà au moins créer l'attention des élèves. C'était pas gagné. J'avais pas leur attention, ils en pouvaient plus. Et j'ai pensé à une chanson de Céline Dion, que vous connaissez sans doute, écrite par Jean-Jacques Goldman. C'est une chanson qui s'appelle « On ne change pas ». Et je me suis dit, tiens, j'ai récité les paroles de la chanson, mais vraiment comme si je récitais un poème de Rimbaud. J'ai pas chanté, heureusement, heureusement pour eux. Juste, j'ai récité les paroles de la chanson, comme s'il s'agissait d'un poème, un peu comme l'aurait fait Fabrice Lucchini. Et ils ont écouté, ils ont dit, tiens, ça a l'air d'un poème, mais c'est pas un poème, mais on connaît, mais c'est Céline Dion. Alors déjà, captatio de l'attention, voilà, je les ai... Bon, la prof raconte du Céline Dion. Je leur dis, vous connaissez? Oui, ils connaissaient. Vous comprenez? Oui, je comprends. Ils comprenaient les paroles de Céline Dion? Oui, ça, oui. David Hume, non, mais Céline Dion, ils comprennent. Je leur dis, ça vous parle? C'est cette problématique. Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on change pas? Est-ce que l'homme qu'on est à 40 ans est différent de l'enfant qu'on est à 8? Bref, je leur pose des questions très concrètes grâce à Céline Dion. Et je leur dis, voyez, c'est pareil que ce que dit David Hume. Et on est revenu à David Hume, qui tout d'un coup ne posait plus aucune difficulté. Et ça, voilà, c'est effectivement, du coup, c'est la vertu pédagogique des œuvres de la culture populaire. Et c'est vrai que je prends appui très souvent parce que la philosophie, c'est abstrait, c'est une réalité. Et si on n'incarne pas les concepts dans des histoires, c'est difficile de capter l'attention du public. C'est difficile de leur montrer aussi parfois le fait que la philosophie, derrière sa dimension conceptuelle, derrière sa dimension abstraite, elle pense le réel. Et c'est pour ça que je vais chercher des exemples de la culture populaire pour montrer qu'il y a une véritable réalité de ce qu'on essaye de penser abstraitement. Voilà, donc oui, j'ai recours à la culture populaire et c'est un plaisir partagé qui nous permet, c'est un tremplin qui nous permet ensuite de faire retour vers le texte classique. Parce que l'idée... Et de façon la plus rigoureuse d'ailleurs. Oui, d'après de retourner bien au texte, évidemment, mais c'est un guide pour leur compréhension, pour leur faire aimer la philosophie, au moins savoir mieux l'appréhender, mais est-ce qu'ils ont conscience que ça peut être aussi pour eux un guide de vie, que c'est ce qu'on vous leur apprenez peut les guider tout au long de leur existence? La philosophie, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Oui, j'essaye. Oui, j'essaye. Je n'aurais pas l'audace de prétendre que j'y parviens, que j'y parviens toujours. Je crois que j'y parviens parfois. C'est déjà pas mal. En tout cas, dans la mesure où je vis la philosophie de cette manière-là, c'est-à-dire comme une auxiliaire de vie, vraiment. Alors bien sûr, il est difficile
que dans tous les chapitres, je montre la philosophie comme une auxiliaire de vie. Il y a parfois des chapitres, notamment de philosophie des sciences, un peu ardus, mais effectivement, en règle générale, vivant moi-même la philosophie comme un art de vivre, j'essaye autant que faire se peut de la leur transmettre ainsi. J'essaye de, bien sûr, nous préparons un examen, nous préparons le baccalauréat, nous préparons les études supérieures, mais au-delà de ça, de faire en sorte que la philosophie soit avant tout une discipline de vie pour eux. Alors là, c'est le professeur que je m'adresse, et plus à l'écrivain. Ne faudrait-il pas peut-être réformer la façon dont on enseigne, parce que les livres de philosophie, bon, ce sont toujours les mêmes, évidemment, et les textes, on les garde, bien sûr, mais la façon qu'on a de leur transmettre, vous, on vous a enseigné la philosophie d'une certaine façon, est-ce qu'il serait peut-être pas temps d'ouvrir d'autres portes? Vous le faites dans votre cours, mais est-ce qu'il ne faudrait pas généraliser pour arriver à retenir l'attention de générations à venir qui ont de plus en plus de mal, en fait, et à se concentrer et à adhérer à ce genre d'études? Alors, bon, je pense qu'on est nombreux parmi les enseignants, je crois, à faire, par survie d'abord, pour capter notre auditoire, à pratiquer cette stratégie. La généraliser de manière formelle me paraît compliqué. En fait, je suis assez... J'ai une certaine vision, peut-être, je ne sais pas, que je n'ai pas théorisé, mais de l'enseignement, mais j'ai l'impression qu'un enseignant, c'est comme ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours refusé d'ailleurs d'être tutrice. Vous savez, quand parfois des jeunes profs arrivent dans le métier, on leur trouve un tuteur. Et moi, j'ai l'impression qu'un bon prof, c'est celui qui a trouvé sa voie. Hein, sa propre, au sens physique du terme, mais voilà, au sens son style. Du coup, j'ai du mal à théoriser de manière formelle et générale une façon d'enseigner. C'est celle que j'ai trouvée pour moi, c'est celle qui me convient. Elle me convient parce qu'elle est authentique chez moi. C'est-à-dire que je me force pas du tout. J'aime les objets dont je parle. Je les fréquente moi-même. Ça n'aurait peut-être pas le même effet si je m'y essayais de manière voilà, contrainte. Je regarde ces séries vraiment d'abord pour moi. Et c'est peut-être parce que je les regarde pour moi que je peux ensuite les partager. Voilà, j'ai vraiment cette idée de l'enseignement. Moi, j'ai voulu être enseignante depuis toujours. Je viens d'une famille d'enseignants. Ma mère est enseignante, mes grands-parents étaient enseignants. J'ai beaucoup observé mes enseignants, même étant collégienne, étant lycéenne. J'ai eu des enseignants merveilleux. Et j'ai puisé chez l'un, chez l'autre. Et j'ai tissé, j'ai fait mon miel. Je crois qu'un bon enseignant, il n'y a pas de recette universelle, il y a des recettes singulières d'être enseignant et d'incarner avec ce qu'on est, notre personnalité, notre parcours de vie. Et c'est pour ça que j'aurais du mal à théoriser de manière formelle une façon. Les manuels qu'on avait, je parle même déjà à l'imparfait, me conviennent. Plus les manuels se veulent simplifier. Vous voyez, en fait, je suis pas du tout pour une simplification de la philosophie, oui, j'ai bien compris. Pas du tout, parce que dès qu'il y a des manuels simplifiés avec des couleurs flashy, il y a beaucoup de textes maintenant, il y a beaucoup d'images. Bizarrement, moi qui fais de la pop philosophie, ça vous dérange. Surtout, ne perdons pas la rigueur, la précision. Vous voyez, vraiment, voilà. Ces nouveaux manuels me gênent. D'ailleurs, j'ai donné à mes élèves le manuel que j'avais moi-même étant élève en 1999. J'ai passé mon bac, vous voyez. Voilà. J'ai dit en commençant cette interview que vous étiez un écrivain prolixe. Hein, vous n'êtes pas votre premier livre. Alors, je voudrais savoir sur quoi vous travaillez en ce moment et aussi qu'est-ce que ça vous apporte, en fait. Pourquoi vous avez ce besoin aussi d'écrire, de partager au-delà? Parce que vous partagez au jour le jour avec les classes auxquelles vous enseignez, mais vous avez besoin de toucher plus de monde. Alors, oui, sans doute. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la série de vidéos que j'ai réalisée avec Combini. Oui, on avait fait des capsules vidéo. Alors d'abord sur une série à laquelle j'ai consacré 2 livres, Game of Thrones, mais aussi ensuite on a fait des capsules pour le bac. On en a fait une dizaine et ces vidéos ont été vues, certaines, 2 millions de fois. La vidéo qu'on a fait sur la Reine des Neiges, c'est énorme. Du coup,
l'idée, et quel est le plaisir que j'y trouve, c'est pas une question narcissique, c'est de se dire il y a quand même 2 millions de personnes qui ont, entendu parler de Lucrèce, philosophe épicurien, et qui se sont dit tiens, voilà, et par ailleurs, il y a aussi 2 millions de personnes qui aiment Walt Disney et qui se sont dit bah tiens, j'ai pas à rougir d'aimer Walt Disney. C'est pas Guimauve, c'est pas Mièvre, c'est bien. Donc je suis contente des effets produits quand je peux toucher le plus grand nombre. Je suis très touchée, je reçois beaucoup de messages auxquels malheureusement je peux pas répondre toujours. J'essaye, mais je suis un peu dépassée, il faut dire. Et je suis très touchée quand il y a des gens, comme je disais tout à l'heure, qui se sentaient exclus et qui tout d'un coup disent merci, j'ai pu accéder. Ça c'est vraiment merveilleux. Donc ça c'est ce que vous évoquez, c'est la dimension que vous évoquiez du lecteur ou de l'auditeur qu'on touche en produisant. Je crois qu'il y a aussi une sorte de, enfin, sans vouloir du tout avoir l'air utiliser des grands mots, mais une forme de nécessité intérieure aussi de me retrouver dans le processus même d'écriture. C'est une souffrance, bizarrement, mais qui m'est indispensable. C'est douloureux d'écrire, mais c'est quelque chose qui que j'ai espéré depuis longtemps, que je n'aurais pas osé imaginer possible. Et ça a commencé, je le disais tout à l'heure, avec Harry Potter, donc c'est vraiment miraculeux. Pour moi, c'est magique, comme l'univers de J.K. Rowling, que je puisse écrire des livres. Et tant que la magie dure, je continuerai. Et donc, oui, voilà. Donc, sur quoi vous travaillez en ce moment ? Pour terminer, juste sur quoi vous travaillez ? J'ai pour habitude de ne pas dévoiler. Je le dis, mais effectivement, le livre est déjà prévu pour l'automne. Voilà, donc il sortira pour l'automne. Voilà, donc c'est prêt. Et nous, on est ravis de pouvoir vous lire. On l'attend avec impatience. Je rappelle le titre de votre ouvrage, In Pop with Us, Marianne Chaillan. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Votre livre, bien sûr, peut être acheté comme tous les autres d'ailleurs. Il suffit d'aller sur le site Festival du Livre de Marseille. Vous ferez des dédicaces. Il suffit de demander la dédicace et elle pourra être réalisée. Les livres seront à retirer chez notre partenaire, la librairie Prado Paradis, à partir du 21 décembre. À très bientôt, Marianne. Merci beaucoup, Elsa. À bientôt, au revoir. On retrouve le prochain rendez-vous dans 10 minutes.